Alors Frédéric, moi Bonsoir. je suis vraiment très heureux qu'on se retrouve. On s'est connus il y a une vingtaine d'années. On était jeunes journalistes dans un groupe de presse informatique. On travaillait ensemble. Et puis ensuite, toi, tu t'es orienté beaucoup plus sur le Green IT. Tu es devenu l'un des experts français, voire européens du Green IT. Tu as fondé un blog et puis maintenant tu es expert, consultant à travers l'Europe, hein, même sur ces sujets-là. Tu collabores avec des experts, des bénévoles qui forment le cœur de ton projet qui s'appelle d'ailleurs Green IT, hein, si je ne me trompe pas. Et tu accompagnes la communauté, les pouvoirs publics et de grandes organisations dans la mise en œuvre opérationnelle de ces sujets. Alors je cite, avec l'ambition de réconcilier l'eau et high-tech, puisqu'on souvent on les oppose, mais toi tu veux dire que non, on ne doit pas les opposer, tu vas nous expliquer ça, dans une démarche d'éco-conception. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, je crois que d'ailleurs certains d'entre vous m'en ont parlé, des ouvrages de Frédéric, de référence tels que Sobriété numérique, les clés pour agir, Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, et Tendre vers la sobriété numérique, ça c'est le plus récent qui est sorti il y a quelques mois. Tout à fait. Voilà. Donc, on va parler de ce sujet-là. Il y a un atelier qui a pas mal traité de ce sujet, dont on verra la synthèse demain avec Malika Pastor et André De Villard. Mais en attendant, Frédéric, je te laisse la parole et on aura une session de questions-réponses à la fin de l'intervention de Frédéric. Donc, n'hésitez pas, il ne pourra pas rester très longtemps ce soir. Il habite à Grenoble, il a plus de 2 heures de route et quand vous voyez comment est la route, je préfère qu'il rentre tranquillement chez lui. Voilà, Frédéric, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors en vélo, non, pas vraiment, c'est quand même trop long. Et finalement, ça ne tient pas bien sur la neige. Vous allez voir, je vais quand même vous préparer pour la journée de demain. Donc effectivement, mon intervention va durer à peu près 45 minutes. Puis on aura une session de 15 minutes de questions-réponses, d'échanges. Mon intervention va se découper globalement en 2 grandes parties. Une première où je vais vous amener à comprendre, je vais vous donner assez rapidement les bases fondamentales pour comprendre ce que c'est que l'empreinte du numérique et pourquoi c'est important de réduire cette empreinte. Puis après, surtout, le takeaway, ça sera comment je peux agir à mon échelle individuelle, chez moi, à la maison, mais aussi au bureau. À l'échelle de mon organisation, c'est quoi les 2-3 grandes bonnes pratiques à mettre en œuvre concrètement. Et puis à l'échelle d'un service numérique qui est peut-être quelque chose un peu ovni, un peu nouveau pour vous, la notion de service numérique, en tout cas telle que nous l'a définie. Et je zoomerai un petit peu sur cette partie, ça sera un petit peu une grosse partie dans la deuxième partie. Avant, je sais que vous avez du ski demain et j'ai prévu une petite séance de gym là tout de suite maintenant, pas trop violente quand même, mais j'avais besoin quand même de vous préparer psychologiquement et physiquement au planter de bâton et donc il va falloir que vous leviez les bras. Voilà. Et donc, je voulais aussi prendre un peu la température, savoir où vous en êtes sur le sujet. Et donc, j'ai préparé un petit quiz, 3 questions, ça va aller très vite. Ça me permet à la fois à moi de savoir où vous en êtes et vous de voir quand les mains se lèvent s'il y a finalement un consensus, une homogénéité dans votre compréhension du sujet ou pas. Donc, si je vous dis combien un Européen possède-t-il d'appareils numériques en moyenne, qui pense que c'est moins de 6, je vous laisse lever la main. On va le faire vite. Donc on a 2, 3, 4 mains qui se lèvent dans la salle, qui pensent que c'est entre 6 et 10. Toutes les mains se lèvent, voilà, et qui pensent que c'est plus que 10. Et là, on a encore... Je pense que certaines personnes votent 2 fois. Je pense. OK. D'accord, merci. Alors, on répondra aux questions au fur et à mesure de mon intervention, évidemment. Je vais les égrener. Mon empreinte numérique, elle est surtout liée à quoi? Elle est surtout liée aux data centers et à leur consommation électrique. Qui pensent que c'est là que se trouve le gros des impacts environnementaux. On sent une pression dans la salle, comme si c'était une interro-surprise à l'école. Je vois 2-3 mains qui se lèvent. OK. À la fabrication de mes équipements, les smartphones, les ordinateurs, les télés. J'ai, disons, entre la moitié, 2 tiers de la salle qui lève la main. À mes usages, les vidéos en ligne, évidemment, en streaming, etc. Et là, j'ai encore des personnes qui votent 2 fois. Donc encore à peu près la même proportion, la moitié, 2 tiers de la salle qui lève la main. Ça marche. Vous n'êtes pas tous et toutes d'accord entre vous. J'espère qu'à la sortie de mon intervention, vous serez d'accord. Pour réduire mon empreinte numérique, finalement, quel est le geste le plus efficace? On va voir si vous êtes cohérent avec vos réponses précédentes. Est-ce que c'est d'éviter d'utiliser le cloud pour réduire la consommation électrique des data centers? Donc là, il n'y a aucune main qui se lève, c'est incohérent. Éviter au maximum le streaming, surtout en 4G, évidemment.
Là, j'ai quelques mains qui se lèvent, mais du coup, avec des hésitations, je dirais 20-30%. Et alors, du coup, je devrais avoir le reste qui se lève. Conserver le plus longtemps possible mes appareils avec une sorte de consensus. Merci. Du coup, je sais où je suis maintenant, à Val d'Isère avec vous. Je vois à peu près quel est votre niveau. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder un petit peu c'est quoi le numérique, finalement, comment nous on définit le numérique, pour qu'on soit d'accord sur les chiffres que je vais vous transmettre après. Pour nous, le numérique, c'est l'ensemble des appareils électroniques qui manipulent des données binaires. Donc c'est très large, ça va du tableau de bord de votre voiture dans laquelle il y a un GPS, en passant par votre Thermomix qui met à jour ses recettes, et évidemment toute l'informatique ou tout le numérique qu'on va trouver dans une entreprise. D'accord ? Et donc quand on fait ce bilan au niveau mondial et au niveau français, on a fait les deux seules analyses du cycle de vie qui existent dans le monde pour calculer ces impacts, mais on se rend compte qu'au niveau mondial, on a à peu près 34 milliards d'équipements à la louche. Au niveau français, on a à peu près 650 millions d'équipements, et que donc ça fait à peu près 4 fois plus d'équipements numériques, d'appareils que de terriens, ou 15 fois plus de Français de 15 ans et plus. Un Français de 15 ans et plus possède 15 appareils numériques. Ça va très vite, hein, la montre connectée, le smartphone, la télévision, enfin, ça va vraiment très vite au final. Donc finalement, c'est d'abord sur cet inventaire, sur cette base, le nombre d'équipements qu'on a fabriqués qui sont en activité, c'est ça qui va déterminer les impacts environnementaux du numérique. Alors, comme on est en France, je ne vais pas vous restituer tous les chiffres de toutes nos études. Je pensais vous restituer surtout les chiffres de la France pour que vous vous rendiez compte de c'est quoi la part du numérique dans l'empreinte de la France. Donc si on prend tous les impacts environnementaux de notre pays, eh bien, on se rend compte que le numérique, c'est un peu plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 6% de la consommation d'énergie primaire, un peu plus de 2% de la consommation d'eau douce, bon, etc. Vous avez lu les chiffres. Alors comme ça, les 6%, 3%, ça ne semble pas beaucoup, mais quand on rapporte à notre budget annuel soutenable, on ne l'avait encore jamais calculé. Vous êtes les premiers à avoir ces chiffres en fait sous les yeux. On vous a gardé quand même quelques petites premières. On se rend compte que c'est énorme. Finalement, les 3% de gaz à effet de serre liés au numérique en France, c'est déjà 40% de notre budget gaz à effet de serre soutenable annuel, si on veut rester en dessous des fameux 1,5 degré de réchauffement global. Et donc là, du coup, on prend la mesure de ce que ça veut dire 3% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et puis si vous regardez l'eau ou les ressources, vous voyez qu'on dépasse allègrement un tiers, qu'on tend même vers 40% pour les ressources. Donc ça donne une idée de la pression que notre activité à nous, les experts du numérique, nous mettons sur les écosystèmes, et donc de l'enjeu qu'il y a, de l'importance qu'il y a à réduire au maximum les impacts environnementaux associés au numérique, concrètement. Donc j'espère que ces chiffres, 41%, 35%, 39%, vont vous donner un repère que vous n'aviez pas avant, parce que c'est finalement le repère qui compte pour nos enfants, hein. C'est le budget soutenable dont on dispose. Alors nous, ce qui nous effraie en fait, hein, c'est qu'on observe une croissance absolument démente des impacts, puisqu'entre 2010 et 2025, en 15 ans, à l'échelle mondiale, on va voir ces impacts qui vont tripler. Donc on va multiplier par 3 les impacts du numérique dans le monde. Bientôt, là, d'ici 5 ans, on les aura multipliés par 3 par rapport à 2010. C'est énorme, c'est exponentiel. C'est donc une spécificité du numérique, parce que heureusement que les impacts associés à notre transport, à notre alimentation, au reste de notre mode de vie, heureusement qu'ils n'ont pas triplé ces 15 dernières années. On serait déjà effondré en tant que civilisation. Mais donc ça nous donne une idée aussi de la spécificité, de la vitesse à laquelle ça va dans le monde du numérique. Et donc ça doit nous conforter d'autant plus dans l'idée qu'il va falloir agir, et on va voir qu'on peut effectivement agir. Alors, quand on veut agir, justement, la question c'est, finalement, par où j'attaque ? Par où est-ce que je vais commencer mon plan d'action à mon échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de mon organisation ? Et pour ça, la seule façon de pouvoir attaquer le sujet sans se tromper de combat, eh bien, c'est de faire un bilan quantitatif et de comprendre la structure des impacts environnementaux du numérique. Et donc, contrairement à ce qu'on entend partout dans les médias, où on nous parle de la consommation électrique des data centers, du streaming, enfin tous ces trucs un peu tarte à la crème concrètement, ce qu'on constate, nous, sur des études sérieuses, les plus sérieuses qui ont été publiées dans le monde, on constate que 2 tiers à 3 quarts des impacts environnementaux du numérique sont directement concentrés de notre côté à nous, les utilisateurs, dans nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, etc. C'est paradoxalement, même si nous ne sommes pas les fabricants de ces équipements,
eh bien, c'est paradoxalement une bonne nouvelle parce que nous allons pouvoir décider de changer notre comportement, nos usages vis-à-vis de ces appareils. Et donc, nous allons pouvoir choisir de moins nous équiper, nous allons pouvoir choisir d'augmenter la durée de vie de ces équipements, etc. Et donc, c'est une bonne nouvelle que ça soit de notre côté. Et donc, pourquoi on a le gros des impacts du côté des terminaux des utilisateurs? Tout simplement, vous les avez lus les chiffres, parce qu'on a environ 34 milliards d'équipements de notre côté, à nous les utilisateurs, alors qu'au niveau de l'infrastructure, dans les data centers, on va avoir une centaine de millions de serveurs à tout casser. On imagine bien qu'entre fabriquer 400 ordinateurs portables ou 500 ordinateurs portables connectés à un serveur rack 1U, on imagine bien que fabriquer ces 400 ou 500 ordinateurs portables avec chacun leur écran, leur microprocesseur, leur barre de mémoire vive et les alimenter en électricité aura nécessairement infiniment plus d'impact, 500 fois plus d'impact, ou je ne sais plus combien, que du côté des centres informatiques. Donc c'est d'abord l'inventaire, la répartition entre les trois grands tiers, les utilisateurs, le réseau, les data centers. C'est d'abord cette répartition géographique, finalement, des équipements qui fait la répartition des impacts environnementaux. Donc une fois qu'on a compris ça, l'étape d'après, quand on drill down, quand on creuse le sujet, c'est de comprendre finalement, mais alors si c'est du côté des terminaux utilisateurs, est-ce que c'est leur fabrication? Est-ce que c'est leur utilisation? Et donc là, je vais faire une interro-surprise pour préparer vos épaules pour demain. Qui pense que c'est la fabrication des équipements qui pose le plus problème? Je dirais que j'ai plus qu'une grosse moitié de mains qui se lèvent dans la salle et qui pense que c'est plutôt la phase d'utilisation des équipements qui pose problème. Et là, j'ai encore une bonne moitié, donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas du tout de consensus là, sur ce sujet-là en particulier. Et c'est intéressant parce que ça vous montre notre immaturité à tous, hein, pas qu'à vous, la mienne aussi. Ça nous montre qu'on doit encore creuser, encore comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir efficacement sans se tromper de combat. Nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que quand on fait l'analyse du cycle de vie d'un équipement, c'est-à-dire qu'on va regarder tous les impacts environnementaux qui ont lieu, de la fabrication à la fin de vie, en passant par sa commercialisation et son utilisation, eh bien, ce qu'on constate, c'est que c'est très clairement le pré-manufacturing qui concentre les impacts. Qu'est-ce que le pré-manufacturing? C'est l'extraction des matériaux, donc essentiellement des métaux, un peu de minéraux, et leur transformation en composants électroniques. C'est à cette étape, comme vous le voyez, je n'ai pas de pointeur, mais comme vous le voyez sur les barres les plus hautes du schéma sur votre droite, hein, c'est vraiment là qu'on va avoir une concentration des impacts environnementaux. Ça y est, j'ai fini. Ça y est, je pense que vous avez compris le sujet, vous êtes désormais des expertes et des experts du sujet. On vient d'identifier la principale source d'impact environnemental du numérique, et donc on va d'ores et déjà pouvoir en déduire des gestes fondamentaux. Alors avant de les aborder, il y a un point qui est important, c'est que comme vous le voyez, le gros des impacts est associé à l'extraction des matières. On voit les tractopelles et les camions en haut. Et il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'au-delà des impacts environnementaux délétères pour l'environnement à court terme, on a un problème de réserve. C'est-à-dire que quand on regarde les réserves rentables des principaux métaux à partir desquels on fabrique le numérique, eh bien on se rend compte qu'il nous reste de l'ordre de 30 ans devant nous. Dans 30 ans, il n'y a plus de numérique. Dans 30 ans, on n'a plus la capacité physique à fabriquer un écran d'ordinateur, à fabriquer un microprocesseur. Au rythme auquel l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques, des éoliennes, du numérique, l'ensemble, au rythme auquel la civilisation consomme ses ressources, ce qu'on appelle les réserves rentables, c'est-à-dire les ressources connues, exploitables, d'un point de vue technologique et économique, eh bien dans 30 ans, il n'y a plus de numérique. Donc au-delà de la dimension des impacts environnementaux, le deuxième sujet, aussi important, si ce n'est plus important, eh bien, ça va être si vous pensez que le numérique, c'est une ressource importante et que c'est important que nos enfants puissent modéliser le climat, se soigner en passant des IRM, si vous pensez que finalement, le numérique est une forme de bien commun, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il va falloir l'économiser dès aujourd'hui pour pouvoir en léguer à nos enfants. Sinon, c'est un petit peu après moi le déluge pour une dernière nuit d'ivresse numérique, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tant pis pour eux. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, il y a un enjeu à considérer le numérique comme une ressource critique. Critique parce que vous êtes des junkies, moi aussi. Si je vous enlève votre smartphone, là, tout de suite, je ne vous le rends plus. Vous rentrez de Val d'Isère sans smartphone et sans ordinateur. Vous allez avoir du mal, et moi le premier. Critique parce que c'est une formidable ressource pour modéliser le climat, pour se soigner, etc. Mais elle est non renouvelable. Et si elle est non renouvelable, ça veut dire qu'inéluctablement, le numérique disparaîtra un jour. Et que donc, on doit se donner la chance d'avoir pas 30 ans, mais d'avoir
4, 5 générations devant nous pour glisser vers un monde qui sera inéluctablement plus low-tech demain. Ça ne va pas être bien ou mal, quelle que soit la façon dont on perçoit cette situation, elle va arriver. Et donc, autant l'anticiper. Et on va voir que ça peut être une formidable opportunité pour créer de la valeur, pour différencier votre entreprise, tout en réduisant des impacts. Donc, pour résumer cette première partie, vous l'aurez compris, l'enjeu, ça va être de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Et puis, on va aussi devoir se poser la question, pourquoi faire? Est-ce que j'augmente indéfiniment la taille de l'écran qui trône fièrement au milieu de mon salon? Ou est-ce que j'accepte de réduire un petit peu sa taille, d'arrêter de l'augmenter en tout cas, pour que demain mes enfants puissent accéder à de la culture, se soigner, modéliser le climat? On va arriver à des choix de société. Vous verrez qu'en conclusion, la société civile commence à poser des lois en France, en Europe, parce que vous, les acteurs du numérique, eh bien, vous ne faites pas ces choix. Et donc à vous de vous réemparer de ce sujet rapidement. Si j'ai réussi à vous convaincre qu'il y avait un petit sujet autour de l'empreinte du numérique et de la sobriété, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle? La première, eh bien, c'est de prendre conscience de notre empreinte à l'échelle individuelle. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé de tous les chiffres que je vous ai mis, que je vous projette, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est 4 gros radiateurs électriques qu'on allume le matin, et puis 8 heures plus tard, on les éteint. C'est ça, en fait, la consommation d'énergie pour chacun et chacune d'entre nous dans cette salle. C'est 35 km en plus en voiture, c'est, je ne sais plus combien, 12 packs d'eau minérale, c'est 175 kg tous les jours pour chacune et chacun d'entre nous de terre qu'on va excaver. Donc c'est énorme en fait. Le numérique qui est présenté comme immatériel virtuel dans les nuages, le cloud, est en fait très matériel, extrêmement matériel. Et donc ces chiffres, ces repères sont intéressants pour sensibiliser vos parties prenantes parce que ce sont des repères qui sont à l'échelle individuelle dans notre vie quotidienne et je pense que vous pouvez sentir pratiquement physiquement ce que pèse en poids le numérique. Deuxième sujet, pour pouvoir agir efficacement à votre échelle, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a fabriqué les ordinateurs, une fois qu'on a fabriqué l'Internet, une fois qu'on a fabriqué les serveurs et les data centers, ce qu'on fait avec nos ordinateurs, ça ne change plus rien, quasiment plus rien. Et donc, c'est ce qu'on voit sur ces 3 résultats d'analyse du cycle de vie. Les grandes barres bleues, les grandes barres grises montrent que sur 3 usages extrêmement médiatisés, comme envoyer un mail, regarder une heure de vidéo en streaming, je ne sais plus lequel j'ai mis, trouver l'horaire d'un train depuis un site web, eh bien, sur tous ces usages, c'est la fabrication du terminal utilisateur qui pose problème. Dans 1 heure de streaming, le problème, ce n'est pas du tout le réseau. Vous voyez les grandes barres bleues en bas? C'est la fabrication de la télévision. Et donc, vous devez absolument comprendre cette structure d'impact pour pouvoir agir efficacement. Quand vous demandez à vos salariés de supprimer des mails, c'est intéressant en termes de sensibilisation. Ça va économiser une baie de stockage, ça fait quand même probablement quelques centaines de milliers d'euros à la fin de l'année, c'est intéressant. Mais ce n'est pas là que vous allez faire le job, parce que c'est sur les grandes barres grises que vous allez faire le job. C'est quand vous allez leur demander de ne pas en envoyer. Ce qui est très différent du fait de leur demander d'en supprimer. Et donc voilà, il faut bien prendre conscience que nos usages, ce qu'on fait avec nos ordinateurs, notre système d'information une fois qu'il est fabriqué, ça va être absolument marginal. Le seul enjeu qu'on a derrière nos usages, c'est de faire durer notre mission, votre mission, si vous l'acceptez, à part ne pas vous casser une jambe demain, ce qui est quand même plutôt important, eh bien c'est d'arriver à maintenir en vie le plus longtemps possible le système d'information dans son état. Comment je fais pour délivrer plus de clients, pour délivrer plus d'utilisateurs avec les mêmes ordinateurs, le même réseau local, le même réseau étendu, les mêmes VM dans le cloud? Comment je fais pour faire plus avec ce que j'ai sous la main? C'est ça le sujet en fait, de la sobriété numérique. Et donc, vous l'aurez compris, à titre individuel, il va falloir réduire son taux d'équipement. C'est-à-dire qu'à 40 ans, on n'a pas loupé sa vie si on n'a pas de montre connectée. Ça n'est pas grave. On peut très bien vivre sans. On peut très bien vivre avec aussi. En tout cas, en tout état de cause, il va falloir à un moment accepter qu'on ne peut plus se suréquiper d'équipements numériques. Le deuxième sujet, ça va être évidemment d'allonger la durée de vie. Et pour ça, il va falloir accepter le réemploi. Il va falloir accepter de donner une seconde vie à nos équipements quand on s'en sépare. Mais il va falloir aussi accepter d'utiliser ces équipements. Nous sommes, vous, dans cette salle, et moi, sur scène, nous sommes le premier levier de l'obsolescence programmée quand nous refusons d'utiliser, à titre individuel ou professionnel, des télévisions, des ordinateurs, des smartphones d'occasion. Parce que si on veut faire durer le numérique, il va bien falloir qu'il y en ait qui s'y collent à utiliser des matériels reconditionnés. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien.
Mais voilà, le sujet, il est là. Ensuite, à titre individuel, évidemment, à chaque fois qu'on éteint une box, c'est un peu comme couper le robinet d'eau. Hein. On devrait couper le robinet Wi-Fi ou le robinet Internet quand on quitte son domicile ou quand on va se coucher. Mais on n'a pas encore pris ce réflexe-là. Et puis, l'enjeu des usages, je l'ai déjà développé, je ne vais pas revenir dessus. L'enjeu des usages, c'est vraiment très clairement d'avoir un usage sobre au quotidien. On est aujourd'hui dans une surconsommation des contenus, des services. On est connecté en permanence. J'en vois un certain nombre d'entre vous là qui pianotez sur votre smartphone pendant que je suis en train de parler. Voilà, on est ultra connecté, c'est-à-dire qu'on va même faire du numérique en même temps qu'une autre activité, quoi, concrètement. Et puis évidemment, collecter les déchets électroniques, c'est essentiel. Si on veut un jour arriver à avoir une petite chance de les recycler, encore faut-il les collecter. Or, 70% des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde font l'objet d'un trafic. Donc, il va falloir avancer. Quels sont les gestes dont vous entendez parler et qui finalement ne sont pas si importants que ça? Eh bien, il y a des gestes qui sont littéralement du greenwashing. Par pitié, arrêtez de dire à vos utilisateurs d'utiliser Ecosia. Vous rajoutez des impacts environnementaux quand vous utilisez un pseudo-moteur de recherche dit écolo, qui en fait est une start-up qui va rajouter des serveurs, des salariés, des mètres carrés de bureau, des kilomètres de leurs salariés devant les grands moteurs de recherche. Donc, vous rajoutez des impacts et ce n'est pas la compensation des émissions de gaz à effet de serre de la consommation électrique de leur serveur qui va faire une différence. Donc, il y a des gestes comme ça desquels il faut absolument s'écarter. Et puis après, quand on supprime des mails, par exemple, pour n'en prendre qu'un, je ne vais pas tous les développer, eh bien, on va avoir un impact qui sera absolument epsilonesque sur la suppression. Par contre, ça va nous permettre de faire durer l'infrastructure. Donc l'enjeu, c'est que vous avez senti qu'il y avait quelque chose autour du mail à faire, mais on vous a souvent orienté vers un acte qui n'a pas d'intérêt, qui est de supprimer les mails. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, on sera toujours en train de supprimer autant de mails. Et donc l'enjeu, ça n'est pas de les supprimer, c'est de ne pas en envoyer. L'enjeu, c'est de décharger vos salariés, de les aider à devenir à nouveau maîtres de cet outil et pas l'esclave du mail qui les plonge dans des surcharges mentales et cognitives qui déclenchent des burn-out, etc. Donc voilà ce qu'on peut faire très rapidement à l'échelle individuelle. Qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de mon entreprise, au-delà, évidemment, de ces gestes individuels qui s'appliquent à la fois à la maison, mais aussi au bureau? Eh bien, il faut comprendre où se situent les impacts d'un système d'information d'une entreprise standard. Donc là, vous avez les résultats du benchmark Green IT 2021, qui doit être basé sur à peu près 25 entreprises françaises. Donc c'est l'étude la plus représentative qui existe aujourd'hui en France sur le sujet. Mais on se rend compte qu'il y a deux principales sources dans le cadre d'une entreprise. C'est l'environnement de travail de l'utilisateur, avec on verra pourquoi. Je le verrai après. Et puis, deuxième source majoritaire, eh bien, ce sont finalement les informaticiens et les informaticiennes, avec leurs déplacements, avec les mètres carrés de bureau alloués, avec leur équipement, etc. Donc souvent, on les oublie quand on fait des bilans. Or, c'est très clairement le deuxième poste du système d'information. Et vous savez mieux que moi que sans ces hommes et ces femmes, impossible de faire fonctionner un système d'information. Donc c'est un rouage absolument essentiel, un composant essentiel. Puis on va retrouver un petit peu d'impact aussi au niveau de l'infrastructure, comme vous le voyez sur votre droite, au niveau de l'épuisement des ressources dans les catégories réseau et centre informatique. Donc qu'est-ce que je peux faire pour répondre finalement à ces enjeux identifiés? La première chose, ça va être éviter de se suréquiper, allonger la durée de vie. Et alors il y a un truc qui tue. Il y a un truc qui tue tous les efforts que vous avez faits depuis 10 ans pour réduire l'empreinte de votre système d'information. C'est cette apparition du deuxième écran, puis du troisième écran. Nous, on l'a calculé. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez à l'échelle de votre système d'information. Si vous généralisez le deuxième écran sur le poste de travail de l'utilisateur, vous flinguez tous les efforts que vous avez faits depuis 10 ans. Donc, il va falloir, si vous n'en êtes pas encore là, anticiper. Et si vous en êtes là, il va falloir à un moment ou à un autre arriver à appuyer sur la pédale de frein, parce que qu'est-ce que ça sera après le deuxième écran, le troisième? Qui en est au troisième écran? Probablement, il y a des mains qui n'osent pas se lever, mais je pense que il y a des entreprises dans la salle qui en sont déjà au troisième écran. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quoi que vous fassiez, l'environnement de travail de l'utilisateur reste une source d'impact absolument prépondérante. Pour la DSI, les prestataires, il y a des trucs très simples à faire. C'est un plan de mobilité, un plan de déplacement. Et puis, on a appris beaucoup de choses sur ces fameuses entreprises hybrides là, avec les 2 ans de confinement. Et donc, probablement, sur la partie DSI prestataire, on va pouvoir progresser de façon notable dans les années qui viennent, concrètement. Donc, pour résumer, à l'échelle du système d'information, on va avoir 2 sujets clés qui vont être
réduire l'impact de l'environnement des utilisateurs en favorisant le réemploi et en évitant qu'ils se suréquipent. Et on va avoir un deuxième sujet qui est clé et mal compris, qui est celui de l'éco-conception des services numériques. Et c'est celui que je vais développer plus en détail pour finir mon intervention. Et donc du coup, j'étais un peu en avance sur mon slide, je le passe. Et donc, pour pouvoir éco-concevoir un service numérique, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un service numérique. Et donc, je vais encore vous faire travailler vos petites épaules pour demain. Je pense que là, vous serez prêtes et prêts. Est-ce que vous pensez qu'on peut éco-concevoir un logiciel ? Oui ? Levez la main. OK. Alors, je vais vous démontrer qu'on ne peut pas éco-concevoir un logiciel. Comme je sais que l'intervention est filmée, l'essentiel de la salle a levé la main en disant on peut éco-concevoir un logiciel. C'est fait exprès, hein, je savais que vous alliez la lever. Alors pourquoi on ne peut pas éco-concevoir un logiciel ? On va le faire ensemble, vous allez répondre, parce que vous avez le niveau d'expertise suffisant au final. C'est quoi un logiciel ? Allez-y, jetez des mots, je vais les répéter. Du code, c'est quoi du code ? Un algorithme, c'est quoi un algorithme ? Je veux dire, dans le monde physique, là, celui-là. C'est quoi des 0 et des 1 dans le monde physique ? D'électricité, 5 volts, CPU, du matériel. En fait, c'est quoi mon logiciel PowerPoint, là, tout de suite ? C'est quoi ? C'est l'écran, là. C'est l'état de l'écran. Est-ce qu'il est allumé ? Est-ce que ces pixels sont allumés ? C'est le vidéoprojecteur. C'est finalement la caméra qui filme en direct. Et en fait, quand on y réfléchit, un logiciel, ça n'existe pas. Un logiciel, c'est l'état, à un moment donné, d'un ensemble de matériel. Votre écran, votre clavier, votre unité centrale, le serveur, etc. Et donc, si on veut pouvoir quantifier les impacts environnementaux associés à un logiciel, on va devoir quantifier les impacts environnementaux associés à l'ensemble des équipements qui, littéralement, matérialisent mon logiciel. Et c'est ce qu'on appelle un service numérique. Et donc, on ne peut pas éco-concevoir un logiciel. Si quelqu'un vous dit « je vais vous aider à éco-concevoir vos logiciels », fuyez. Par contre, on va pouvoir éco-concevoir un service numérique. Donc on va reprendre tout ça dans le bon ordre. Pourquoi c'est important de s'intéresser au logiciel ? Parce que vous avez vécu l'effet obésiciel, et puis je crois que là, il y a un éditeur qui a remis un peu le sujet sur la table avec une nouvelle version de son système d'exploitation et avec des migrations forcées vers Windows 11 qui sont... les parcs ne sont pas forcément à jour et pour changer de version de système d'exploitation, vous allez devoir renouveler l'intégralité du parc. Ce phénomène d'obésiciel, on le vit depuis que l'informatique existe. Il y a même une loi, la loi de Wirtz, qui en 1991, il y a 20 ans exactement, 30 ans, pardon, 30 ans, disait « le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère ». Donc tant qu'on ne s'intéressera pas à cette interaction entre le logiciel et le matériel, tant qu'on n'éco-concevra pas l'ensemble, le logiciel plus le matériel, eh bien on continuera à avoir des taux de renouvellement de notre parc de 5 ans, avec des ordinateurs qui rament au bout de 5 ans, etc., etc. Et donc il va falloir s'y coller. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un standard international qui existe depuis 2006, depuis 15 ans. C'est le standard de l'éco-conception, qui nous dit que c'est simple, il suffit d'intégrer la problématique environnementale dès qu'on conçoit nos services numériques. Donc dès que vous concevez finalement une nouvelle application métier en interne, eh bien, on va réfléchir à comment on fait ça. Et puis on va rajouter une facette dans notre réflexion, qui est celle des impacts environnementaux. Donc on ne va pas pouvoir éco-concevoir le logiciel lui-même, ce qu'on va éco-concevoir, c'est l'acte métier. Trouver l'horaire d'un train, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Et donc plutôt qu'un long discours, comment ça va se traduire concrètement ? Ça va se traduire par une sorte de retour vers le futur et par une sobriété, adopter une posture de sobriété dans la conception de ces services numériques. Vous avez à l'écran sur votre droite le site actuel de la Deutsche Bahn qui fait rouler des trains, qui, pour trouver l'horaire d'un train, vous demande de télécharger 4000 kilooctets de données. Vous avez la même entreprise qui vous propose un même service, les deux fonctionnent tout de suite, là, vous pourrez aller après la conférence les consulter, qui propose de faire la même chose avec 1350 fois moins d'octets. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a une entreprise aujourd'hui qui nous dit « je suis capable de délivrer le MVP, le Minimum Valuable Product à mes clients, avec 1350 fois moins de ressources informatiques ». Ça nous donne une idée du potentiel d'amélioration qu'on a toutes et tous à l'échelle de nos systèmes d'information. La 5G n'est pas forcément indispensable. C'est-à-dire que si on divise par 1350 la quantité de ressources consommées par nos serveurs, on n'aura peut-être pas forcément besoin de la 5G. En tout cas, pas comme on l'utilise aujourd'hui. L'enjeu, c'est quoi ? C'est d'être plus sobre dans la conception de nos services pour faire durer ce qui existe déjà. Et donc, de fait,
réduire les impacts environnementaux. Alors, souvent, quand je montre le slide précédent, on me dit oui, mais personne veut de la version 3 kilo-octets anorexique qui ressemble à rien, mode Minitel. Bah si, 5 milliards d'internautes nous ont dit je veux pas de Yahoo, je veux Google, un truc simple qui marche. Je fais pas l'apologie de Google. 5 milliards, peut-être pas 5 milliards d'internautes, un paquet de millions de Français nous ont dit je veux plus de Lucie de la SNCF, j'arrive pas à réserver mon billet de train, je veux de celui de Captain Train. Je pourrais vous mettre 25 exemples comme ça. Je veux dire, le sens de l'histoire, il est à droite, il est sur votre droite, il n'est pas sur votre gauche, concrètement. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que c'est bankable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous intéressez à une démarche de sobriété numérique, que vous éco-concevez vos services numériques, vous allez vous donner une chance de conquérir des clients que vous ne pouviez pas conquérir avant. Vous allez vous donner une chance de fidéliser des clients qui vous quittaient parce que vos services numériques étaient trop gras. Vous allez vous donner une chance de ne pas vous exposer à la fracture numérique, concrètement. Et donc, c'est vraiment l'histoire de Google, l'histoire de Capitaine Train. Et donc, pour finir sur un exemple, deux exemples concrets. Aux États-Unis, Google nous propose une intelligence artificielle qui détecte mieux certains cancers, seins, poumons notamment, que des oncologues. C'est génial la tech, ça sauve des vies, ça améliore la prise en charge des patients. En France, on n'a pas Google, on a des chercheurs qui ont un cerveau et qui ont réfléchi. Et ils se sont dit, puisque les chiens détectent de la drogue, peut-être que, puisqu'on dresse des rats en Afrique pour détecter des maladies infectieuses, peut-être que le cancer a une odeur, peut-être que quand on est atteint d'un cancer, on émet des phéromones, et c'est le cas. Et le projet CADOC de l'Institut Curie détecte plus de cancers avec moins de faux positifs qu'une intelligence artificielle de Google. Puisqu'on a des impacts délétères à court terme du numérique, puisqu'il nous reste 30 ans de numérique devant nous, ne serait-il pas temps de décliver notre pensée et d'accepter de construire des systèmes numériques, des services numériques parfaitement hybrides, associant de la low-tech, des chiens, de la high-tech, des intelligences artificielles comme celle de Google, et avec des êtres humains au milieu qui gèrent tout ce dispositif. C'est ce qui semble être la voie pour un numérique qui dure plus longtemps, qui soit moins impactant, et qui permette de conquérir des nouveaux marchés concrètement. C'est ce qu'on a fait pour une start-up. J'espère être pas trop en retard. C'est ce qu'on a fait pour une start-up qui s'appelle Weatherforce, qui est basée à Toulouse, qui est une spin-off de Météo France et qui calcule des prévisions pluviométriques pour des agriculteurs. Elle est venue nous voir et nous a dit « J'ai besoin de réduire l'impact de mon service numérique parce que je ne suis pas une entreprise à mission, mais je le deviendrai un jour. Donc autant le faire tout de suite. Et puis je voudrais conquérir les pays émergents. Et j'ai un marché pilote en Côte d'Ivoire, 50 agricultrices et agriculteurs en zone rurale en Côte d'Ivoire. Alors mon application 4G, dernier cri pour les agriculteurs en Europe, là-bas ça ne marche pas, comme on fait. Allez, on va se donner 1 minute, vous allez me jeter des mots-clés et vous allez me dire comment vous faites. Allez-y. SMS. Signaux de fumée, j'entends devant. Je vous dénonce. Pardon? VPN. Alors, je vais vous expliquer comment on a fait. On a effectivement utilisé des SMS parce qu'en fait, je veux dire qu'il va pleuvoir, on peut le dire en 140 signes, c'est pas difficile. On a toutes les infos clés en 140 signes. Ça marche avec des featured phones qui ont des Nokia 3210 sur de la 2G, pas de problème, sauf qu'il y a 30% d'illettrisme. Et donc, on a additionné un autre canal supplémentaire de diffusion de la prévision en transmettant la prévision aux instituteurs et institutrices du village et puis aux comptables de la coopérative agricole. Ça peut vous paraître complètement low-tech, décalé, c'est plus du numérique, sauf que cette start-up, Weatherforce, elle va devenir le leader mondial dans son domaine parce qu'elle a besoin de ces supercalculateurs à Toulouse et de l'IA qu'il y a dessus pour calculer des prévisions pluviométriques fines. Par contre, pour distribuer ces prévisions, elle n'a absolument pas besoin d'avoir des smartphones 4G dernier cri. Et si elle s'acharne à avoir des smartphones dernier cri 4G, eh bien, elle passe à côté de son marché. Et parce qu'elle a accepté de décliver sa pensée et d'associer low-tech et high-tech, ce que nous on appelle la slow-tech, eh bien, elle va devenir le leader mondial dans son domaine. J'espère que vous deviendrez les leaders mondiaux dans vos domaines en adoptant ce type d'attitude. Et donc, pour conclure, avec 2-3 minutes de retard, je m'en excuse à l'avance. Pour conclure, eh bien, je voudrais vous raconter une dernière histoire qui est celle d'Apollo. Le grand défi du XXe siècle, c'était finalement la guerre froide, la conquête spatiale. Qui de l'humanité allait poser le premier le pied sur la Lune? On a conquis la Lune avec 4 kilo-octets. L'ordinateur de bord, l'Apollo Guidance Computer,
avait une capacité de mémoire vive de 4 kilooctets et de stockage de 72 kilooctets. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez un mail aujourd'hui, vous dépensez plus de ressources informatiques que ce qui a suffi à la NASA il y a 50 ans pour conquérir la Lune. Ça devrait nous faire réfléchir sur l'inflation des moyens informatiques à notre disposition. Mais la NASA a été un peu filoute, quelque part. Elle n'a pas conquis la Lune uniquement avec l'Apollo Guidance Computer. Elle a associé 2 solutions low-tech, des règles à calcul. Donc, je ne vois pas dans la salle de cheveux gris. Les règles à calcul, c'était les ingénieurs au contrôle mission à Cap Canaveral qui déplaçaient un curseur sur une règle métallique pour valider les calculs faits par les astronautes de tête dans la capsule spatiale. Donc vraiment de la super low-tech. Et puis la deuxième low-tech qu'on a utilisée pour conquérir la Lune, eh bien, c'était les fameuses figures de l'ombre. Vous avez peut-être vu le film de brillantes mathématiciennes qui, avec un cerveau, un papier, une gomme, un crayon, calculaient les trajectoires des missions Apollo. Donc finalement, l'ingéniosité dont on vous parle, la démarche low-tech, finalement, il y a 50 ans, on a su la mettre en œuvre pour relever le grand défi de l'époque qui était conquérir la Lune. Le grand défi d'aujourd'hui, ça n'est pas de conquérir la Lune. C'est de léguer un avenir viable pour nos enfants. Je n'ose même pas dire enviable, mais au moins viable. C'est dire l'importance en fait des actions qu'on va mener au quotidien dorénavant. Et donc, avec la sobriété numérique, avec les pistes que je vous ai données, vous avez le moyen d'agir dans votre quotidien à titre individuel, à titre professionnel, mais aussi d'orienter la façon dont vous faites du numérique à l'échelle de votre entreprise pour la rendre plus performante d'un point de vue économique, business, créer de la valeur ajoutée, et c'est bien de créer de la valeur ajoutée, mais aussi pour réduire de façon considérable les impacts environnementaux associés au numérique que vous utilisez dans votre entreprise. Si vous ne le faites pas, alors la loi vous y contraindra, puisque on vient de voter en France le 15 novembre une loi qui commence à vous contraindre dans vos usages quotidiens en tant qu'individu et en tant qu'entreprise, et que le Parlement européen va bientôt voter une loi sur le sujet. Donc n'attendez pas de subir la pression de la société civile, emparez-vous de ce sujet. Il y a 95% des personnes dans votre entreprise qui ont envie d'agir à ce niveau-là, et si vous leur donnez des pistes pour agir, eh bien vous pouvez probablement à la fois transformer votre entreprise et faciliter grandement le recrutement de vos collaborateurs. Voilà. J'espère vous avoir donné quelques idées, quelques envies sur le sujet. Je vais rester plutôt sur la conquête de la Lune. Merci Frédéric. Je pense qu'on s'est tous sentis concernés. Là, je n'ose plus regarder ma montre ni mon smartphone. Donc, je remarquais dans l'une de tes premières slides, tu citais les Français à partir de 15 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, ça commence encore plus tôt. Hein. Tout à fait. Et pas que les Français. Oula, ça s'affole. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'espère que vous en avez plein quand même. Allez-y, il y a des micros qui vont circuler. Alors, il y en a une devant. C'est pour ça que j'avais pris des lunettes. Alors, au milieu, là. Là. Non, mais tu peux toucher le micro. Après, on nettoie avec la lingette le bout du micro. Voilà. Sinon, je répète les questions, au pire. Oui, Franck Pavero. Alors, je vais répéter la question, s'il faut. Ça va? Oui, c'est bon. Je pense que à peu près tout le monde dans la salle partage ce qui a été dit, principalement sur les objectifs. Et effectivement, la trajectoire, elle peut se décliner de plusieurs façons, mais je pense qu'on est tous conscients maintenant, et il y a une prise de conscience de plus en plus forte, notamment sur l'usage des ressources et l'aspect fini de ces ressources. Je pense que là-dessus, on partage. Moi, je suis juste gêné par l'exemple qui a été pris, et typiquement celui du premier atterrissage sur la Lune du LEM. Oui. En 1969, c'était de la high-tech, la règle à calcul. Ah. Oui. C'était pas de la low-tech, c'était de la high-tech. C'est-à-dire qu'il y a une problématique temporelle, là, de l'axe du temps, en fait. Autant je partage complètement le fond, autant pour moi, la règle à calcul en 69, et j'étais gamin et je me souviens à vie de ça, et j'ai vu les images dans le centre de la NASA où il y avait ces gens qui déplaçaient sans arrêt les réglettes, mais c'était du high-tech. C'est-à-dire que pour nous, on était dans le futur, complètement dans le futur. Et voilà pourquoi c'est pas pour moi du low-tech, parce qu'il y a une notion de temps là-dedans qui change la donne.
Autrement, sur le fond, je partage complètement. Hein. Ok. C'est juste l'image. Ça marche. Alors, l'high-tech d'hier qui est devenu le low-tech d'aujourd'hui. Nous, on a créé une sorte. Alors tout ça, c'est très nouveau. Hein. On invente les mots, on fait comme on peut. Hein. Voilà, on est au début de l'histoire. Hein. On a créé une sorte de catégorie intermédiaire où on parle entre nous de low-tech numérique. C'est-à-dire que pour nous, les mails, les SMS, la 2G, on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la high-tech au même niveau que la 5G ou qu'une interface, un AngularJS, admettons. Bootstrap, etc. Et donc, pour nous, on a une forme on discrétise entre la très low-tech et la très high-tech, on discrétise un petit peu avec différents niveaux. Enfin, on essaye de discrétiser. Et je pense qu'il ne faut pas opposer d'un côté que du très low-tech ou du très high-tech, il y a plein de niveaux. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher le plus low possible, quoi. Mais bon, j'entends sur... Donc, j'essaye de prolonger la réflexion, en fait. Tout à fait. Moi, pour le coup, je trouve effectivement la présentation très intéressante parce qu'elle est extrêmement didactique et ça donne tout de suite des pistes d'action. Pardon, Catherine Lucas, Navigacom. Moi, j'aurais bien aimé connaître en fait votre avis sur la 5G. Ok. On a combien de temps? Non, la 5G, c'est très simple. C'est une technologie comme les autres, comme la 4G, la 3G. On aurait pu se poser exactement les mêmes questions à l'époque. Ce qui est intéressant dans la 5G, c'est que ça montre que la société civile mature sur les impacts sanitaires, environnementaux de la technologie et se pose des questions qu'elle ne se posait pas avant. Donc ça, c'est chouette que nous, les êtres humains, la civilisation, le peuple, nous posions des questions sur la technologie et qu'on ne l'accepte pas bêtement sans réfléchir. Je pense que ça a été très mal vendu. Ça a été déployé, les fréquences ont été attribuées avant les études d'impact sanitaire et environnemental. Donc forcément, c'est un peu... crisper tout le monde. Et puis après, évidemment, les gens se demandent à quoi ça sert la 5G. Donc ils se demandent pourquoi ils vont être obligés d'avoir un forfait 5G. C'est ce qui ressort un petit peu des micro-trottoirs, quoi, concrètement. Donc la 5G est victime de ce qu'on en a fait. C'est une technologie, c'est ce qu'on en fait. La 5G, c'est probablement très intéressant pour un village à la montagne qui souhaiterait accéder au haut débit. C'est probablement plus intéressant de déployer en 5G que de creuser la roche pour tirer les fibres optiques, quoi, concrètement. Donc ça a forcément un intérêt. Le problème de la 5G, pour conclure, c'est que ça va nous permettre d'écouter, j'ai bien dit écouter, YouTube, chez nous, alors qu'on a un accès Wi-Fi, ADSL, etc., dans des zones très denses. Voilà, le problème de la 5G, c'est que c'est un pansement technologique qu'on met sur des mésusages notoires. Et voilà, pour moi, c'est ça. Est-ce qu'on peut résumer la 5G à un usage uniquement public et domestique? Parce que c'est vrai que ça a été peut-être vendu de cette façon-là, mais on sait très bien aujourd'hui que la 5G, tu parlais tout à l'heure des usages dans le monde médical, enfin pas de la 5G précisément, mais on sait très bien aujourd'hui que dans le monde de l'industrie, dans le monde médical, la 5G permet quand même de faire des avancées assez spectaculaires. Ce qui gratte avec la 5G, c'est que c'est finalement le grand public qui va payer le déploiement sur tout le territoire de la 5G, quoi. Et c'était pareil pour la 4G ou la 3G. Oui, sauf que la 4G, on voyait la différence avec la 3G et la 5G, les gens ne voient pas la différence. Pas pour l'instant. Pour l'instant. Bien sûr. Et puis après, il y a évidemment l'effet rebond. Hein, c'est qu'on va faire des choses en 5G qu'on ne pouvait pas. Donc on va rajouter des centaines de milliards d'heures d'usage numérique qui n'existaient pas. Il y a le deuxième effet rebond qui est aussi le fait que là, on a des experts dans la salle et des expertes, mais les gens pensent que pour avoir un forfait 5G, il faut un smartphone 5G. Et donc ils remplacent leur smartphone 4G qui fonctionnait très bien, même avec un smartphone 5G. Et on ne peut pas dire, honnêtement, on ne peut pas dire que les opérateurs télécoms les aident à conserver leur smartphone 4G, quoi, concrètement. Donc, c'est pas des entreprises philanthropes. Non, pas du tout. Oui. Bon, voilà. Donc ça se traduit par des impacts. Alors là-bas. Oui, bonjour, François-Xavier Vincent, Woodrive. Donc moi, personnellement, j'ai été assez fasciné, j'ai appris plein de trucs. Ce n'était pas du tout un domaine auquel je m'étais particulièrement intéressé. J'adhère complètement à cette ambition de frugalité numérique. J'étais juste un peu chagriné par une des premières slides qui montre sur les différents terres rares, minéraux, le temps qui reste avant de ne plus en avoir. Parce que je pense que ça fait abstraction de l'innovation. Par exemple, je crois qu'on maintenant on fait des batteries à l'eau de mer sans utiliser de terres rares. Donc il y a peut-être des innovations, des ruptures technologiques qui vont faire que finalement on peut continuer à se gaver de numérique sans dommage. Alors on l'espère théoriquement, mais tout ça va rester théorique parce que comment passer de la situation actuelle en 30 ans, remplacer 30 métaux qui vont disparaître, il suffit d'un seul. Hein. Et donc en fait, on nous dit aussi oui, mais le recyclage, si on recycle beaucoup, en fait...
On a déjà dépassé les limites. Il y a une association d'ingénieurs des mines qui s'appelle Systex qui a publié un rapport récemment qui montre que ne serait-ce qu'en termes d'impact environnementaux à l'extraction actuelle, au volume actuel, sachant que pour assumer le monde tel qu'on le pense aujourd'hui, à l'horizon 2050, il faut tripler l'extraction des mines. On ne sait pas comment faire, on ne sait même pas où extraire quoi. Et qu'il faut entre 10 et 20 ans pour mettre en œuvre les mines. Donc probablement qu'on va avoir des progrès, des innovations technologiques qui vont nous permettre de réduire un petit peu l'empreinte du numérique, mais il nous reste 30 ans. Le problème, c'est ce timing-là, quoi. Et donc, il y a peu de chances qu'on arrive à changer. Enfin, je rêve, comme vous, d'avoir un ordinateur bio dans 20 ans, mais pour l'instant, on est toujours sur des technos qui ont 50 ans, quoi, alors qu'ils sont hyper optimisés, améliorés. Mais... Bien. Alors, les micros devant. Ah, d'accord. Après, on je vais être plus court sur mes réponses, parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent. C'est chouette. Ouais. Je vais faire plus court. Tu vois. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Alors moi, j'ai une question. Je voulais savoir si vous avez déjà fait cette présentation qui est absolument extraordinaire à des jeunes générations. Parce que moi, je suis entourée d'adolescents et de jeunes adultes. Alors d'un côté, il y a la génération Greta Thunberg qui viennent nous dire à nous, regardez ce que vous avez fait, la planète, on ne va jamais s'en sortir. Mais d'un autre côté, je sens, à titre personnel, par mes enfants ou leurs amis, que la pression d'acheter plus, des nouvelles choses, de changer sans arrêt, d'avoir des nouveaux gadgets, c'est vraiment, ça vient d'eux. Moi, j'ai eu la chance de grandir sans téléphone portable, avec une télévision que les parents gardaient pendant 15 ou 18 ans. Est-ce que les jeunes sont sensibles véritablement à ce discours? Parce que les infos, nous, on les avait pas. Ouais. Avant le collège, oui. Après les études, oui. Mais entre le collège et la fin des études, c'est compliqué, l'adolescence. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Et pas qu'à cause du numérique, hein, disons-le clairement. Donc du coup, on essaye de prendre le problème, d'aider les parents. Et donc, on est hyper fiers parce que dans la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, vous en avez peut-être entendu parler, la fameuse loi Rennes qui a été votée au Sénat définitivement le 15 novembre. On a fortement poussé les 2 premiers articles. Le premier vise à sensibiliser dès l'école primaire les jeunes aux enjeux du numérique et de la sobriété numérique. On a réussi dans l'article 2 à faire en sorte qu'il devienne obligatoire en France quand on forme un ingénieur, qu'il entende au moins parler une fois des mots-clés ACV et éco-conception. C'est comme ça qu'on espère, en les prenant par la main dès le primaire jusqu'à la fin de leurs études. Alors c'est tard, ça arrive trop tard le temps que tout ça soit mis en place, mais c'est le mieux qu'on a réussi à faire. Ça fait 17 ans qu'on fait du plaidoyer, on a passé 5 ans à temps plein sur ce plaidoyer en particulier. Et voilà. Donc on verra si les futurs ingénieurs dans 3 ans, 5 ans seront des éco-concepteurs. Ça serait génial, hein, parce qu'en fait, c'est pour eux qu'on le fait. Hein. Oui. André, tu avais une question? Non? Non. Alors, il y a encore d'autres mains. Il y a des questions. Il y a des questions. Vous pouvez passer le micro derrière? Devant, en attendant que le micro derrière arrive. Oui, mais c'est arrivé. Vas-y, Olivier. Si vous m'entendez. Olivier de VMware, j'ai une question relative au contenu des pages web. Parce qu'il y a plusieurs exemples qui étaient frappants dans la présentation. Et merci pour ça. Quand on télécharge une page web, il arrive fréquemment que du contenu riche et toutefois inutile nous soit imposé, notamment au travers du business de la pub. Donc cette lourdeur qu'on n'a pas choisie et qu'on subit intégralement, mais qui pourtant doit être économiquement nécessaire pour que l'information utile, cette fois, soit accessible, quelle est la solution pour la faire disparaître? Nous, on en voit 2. Une solution technique. Alors, on peut être très hardcore, très bas niveau, et puis mettre dans son fichier hosts, filtrer à ce niveau-là. Voilà, il suffit d'éditer des adresses IP dans un fichier, mais c'est un peu trop bas niveau, un peu trop technique. On peut mettre des bloqueurs de publicité, donc là c'est une réponse technique. Mais pour nous, la réponse, c'est le modèle économique. On espère que petit à petit, ce modèle de l'annonceur, comme on dit, va mourir et que les entreprises vont se recentrer sur leur MVP. Finalement, ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre rendez-vous chez le médecin. On s'en fiche de lire toute la fiche du médecin, on veut juste prendre rendez-vous. Et donc finalement, c'est ce qu'a compris le groupe Solocal qui édite Page Jaune et qui a un service de réservation, de prise de rendez-vous chez des médecins, par exemple. Nous, on espère que le monde de demain, il devra être plus sobre. Compte tenu des limites planétaires, il devra être plus sobre. Donc on espère que la façon dont on conçoit les services numériques, on espère que les entreprises qui conçoivent les services numériques les plus sobres et qui sont aussi les plus appétants finalement pour les utilisateurs finaux seront celles qui auront le plus grand succès commercial.
Parce que du coup, c'est ce qui fera le plus bouger les lignes, quoi. Oui, alors c'est la remise en cause quand même de tout un modèle économique, parce Tout à fait. qu'on a quand même une industrie de la publicité, on aime ou on n'aime pas, mais elle existe, elle, Oui, elle est tout un à fait. vrai acteur économique de nos sociétés. On est d'accord. Donc c'est voilà. Mais ça remet en cause des modèles économiques profonds, on est d'accord. Ah oui, ça remet en cause Mais profondément. il nous reste 30 ans, donc il va falloir remettre en cause des modèles profonds. Ou alors il nous reste à peu près 3-4 minutes, mais Ouais, enfin, allez, on va dire 20 allez. secondes. Non, 20 secondes. non, allez, au moins encore 4 5-10 minutes. Il y a un micro derrière. Allez-y. Après monsieur, promis. Ah ouais. Alors Si vous Metaverse, m'entendez. on en parlera demain avec Laurence de Villers. Hein. Oui. Donc, Si vous m'entendez, j'ai une question relative aux chiffres. On aime bien, en entreprise, piloter nos actions et voir le résultat de nos actions avec des chiffres. Oui. Or, c'est assez compliqué d'avoir des mesures de notre empreinte, d'autant plus si on essaye d'avoir une mesure de certains usages. Oui. Comment tu imagines qu'on peut piloter des plans d'action de réduction de notre empreinte numérique au sein des entreprises avec cette visibilité réduite ou faible? Alors pour nous, c'est simple, ça fait 17 ans qu'on en fait. La semaine dernière, on a lancé la 7e édition du benchmark Green IT où on calcule l'impact de chaque système d'information, de chaque domaine, de chaque système du système d'information. Donc nous, on sait faire, c'est pas compliqué pour nous. Et je pense que ce que j'imagine, c'est que compte tenu de ce qu'on voit sur le marché, il y a énormément de greenwashing autour de ce sujet-là en ce moment, mais on imagine que le marché va maturer et que bientôt, ça sera simple en pluguant sur sa CMDB des filtres ou des modules supplémentaires, enfin je ne sais quoi, j'espère que bientôt ça sera simple. Pour nous, c'est simple aujourd'hui de faire ce travail-là. On accompagne déjà des boîtes des entreprises au niveau mondial. Il y a des entreprises, ça fait plus de 15 ans qu'elles suivent tous les ans avec des tableaux de bord précis où elles en sont et c'est pas forcément coûteux. Par contre, il y a effectivement le sujet, et après je me tais pour répondre aux autres questions, il y a un déficit abyssal de compétences chez les prestataires. Et c'est ça la difficulté, effectivement. Donc je pense qu'il faut avoir faut faire l'effort de faire au moins une première photo une fois, et puis de travailler là-dessus en attendant que les solutions arrivent, quoi. Mais il faut faire la photo, il faut quantifier, sinon on passe à côté du sujet. Sinon on réduit ses impressions alors que c'est au niveau du data center, on ne sait pas en fait. Allez, encore une question. Ça marche. Bon, oui. En fait, je vous remercie pour votre intervention et la sensibilisation aussi. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours simple. Et moi, j'ai une question liée un peu à la sécurité et les contraintes qui sont nécessaires aujourd'hui et associées d'ailleurs à des lois qui, je ne sais pas si elles sont contradictoires avec celles que vous avez présentées, que je ne connais pas, en toute transparence. Mais du coup, typiquement, je vois 2 sujets associés à ça. L'aspect support, donc, qui empêche parfois la réutilisation des équipements. Oui. Et la deuxième chose, c'est l'aspect lié au cloisonnement, qui nous pousse à multiplier et les écrans et les infrastructures pour justement éviter des propagations d'attaques, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà traité ce genre de sujet. Alors, on ne le traite pas directement comme ça. Où on le traite, c'est quand on éco-conçoit un service numérique, on va aller sur le MVP, quelque chose d'extrêmement sobre. Or, on sait aujourd'hui que 70% du coût d'un logiciel ou d'un service numérique, c'est la dette applicative, c'est ce qui se passe après. Et donc, moins on a de couverture fonctionnelle, de profondeur fonctionnelle inutile, évidemment, moins on s'expose en fait à des risques de sécurité. Du coup, la sobriété dans la conception va probablement, souvent, la plupart du temps en tout cas, nous aider à réduire des risques associés à l'obésité du code de nos logiciels, pour le dire très très vite. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur le fait de ne pas pouvoir prolonger la durée de vie des équipements. Alors là, c'est un grand sujet de société. Nous, on se bat pour qu'il y ait une dissociation systématique des mises à jour de conformité avec les mises à jour dites de confort ou évolutives, comme on le faisait dans le temps pour ceux qui ont connu les MSDN qui étaient livrés sur DVD, machin, où ça coûtait tellement cher aux éditeurs qu'ils nous livraient d'un côté les patchs de sécurité et de l'autre les nouvelles versions. Ce qui fait que on avait clairement d'un côté, c'était simple de mettre à jour pour allonger la durée de vie d'un équipement et corriger des bugs ou des failles de sécurité, on avait des patchs clairement dissociés. Et donc, on pouvait mieux gérer les mises à jour qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous contraint de tout installer d'un coup et on arrive à ce phénomène d'obésiciel. Donc, je pense que simplement, si on fait des efforts réels sur la dissociation mise à jour, conformité et mise à jour évolutive ou de confort, on ferait déjà des progrès notables sur la durée de vie des équipements
du fait de leur sécurité. Il y a plein de mains qui se lèvent. Je voulais juste compléter, ouais. juste 30 secondes compléter, parce que moi je donne des cours à des jeunes étudiants et j'ai eu la bonne nouvelle d'avoir cette question justement sur les mises à jour, de faire la distinction, et ils ont une sensibilité, donc c'était pour vous apporter une bonne nouvelle aussi à votre démarche, c'est que c'est des jeunes qui ont entre 25 ans, sur le fait que les cours, c'était de dire il faut faire le choix à l'utilisateur sur je veux des nouvelles fonctionnalités, etc. Et moi qui donne des cours de sécurité, je leur dis faut patcher. Et donc du coup, ça rejoignait un peu ce que vous dites. Ouais. Donc voilà. Et j'avais juste une petite, est-ce que vous accompagnez Microsoft ? Alors c'est rigolo parce que Bernard Ourgalian, que certains ou certaines d'entre vous doivent connaître, qui est le CTO Microsoft France, qui est un vieux de la vieille, en fait, j'ai commencé à accompagner leurs équipes la semaine dernière. Bien. C'est le premier GAFAM. C'est le premier GAFAM. Bon, alors on va dire que c'est le mot de la fin pour l'instant. Non, on va arrêter, parce que je suis assez stricte, parce qu'on a encore un temps fort. Et comme ça, si on termine pas trop tard, Frédéric pourra venir prendre l'apéro avec nous. Et là, vous pourrez lui poser des questions. Donc voilà, c'est ce que je vous propose, de façon à ce qu'on puisse enchaîner. En tout cas, on peut déjà le remercier. C'était super.